Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Je suis accompagnée de Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, et depuis Toulouse, Andreas Rüdinger, consultant en énergie-climat et chercheur associé à l'IDRI. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de cette émission, en France, la grève est reconduite chez Total et Esso et menace de s'étendre à d'autres secteurs. Un mouvement qui relance le débat sur le partage des richesses. Les grands groupes français contribuent-ils assez à la solidarité nationale? Faut-il augmenter les salaires, taxer les super profits et les super dividendes des pétroliers? Réponse et analyse à suivre. Face à la flambée des prix, depuis près d'un an, l'État multiplie les aides au risque de creuser les déficits. Alors que la crise est partie pour durer, comment mieux cibler les subventions? Comment financer durablement mesures anti-inflation et sortie des énergies fossiles? Reportage et débat à suivre. Enfin, pour sauver son industrie gourmande en énergie et dépendante du gaz russe, l'Allemagne a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros sur 2 ans. Les autres pays européens dénoncent une distorsion de concurrence. L'Allemagne peut-elle faire autrement? Ce sera notre rubrique et ailleurs. Mais d'abord, en France, le mouvement de grève dans les raffineries s'étend à d'autres secteurs, SNCF, RATP, nucléaire. 4 syndicats appellent à une journée de grève mardi prochain. Au cœur des revendications, à chaque fois, les salaires. Chez Total, la CFDT annonce avoir trouvé un compromis avec la direction. Ils se sont mis d'accord sur une augmentation des salaires de 7%, auquel s'ajoute une prime. Un accord rejeté par la CGT, qui réclame 10% d'augmentation. Ce mercredi, le ministre français de l'économie s'est mêlé au débat. Écoutez. Il est évident que Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires. Ils ont commencé à le faire. Je pense que ça ne leur pose absolument aucune difficulté. Donc Total doit montrer l'exemple, c'est ce que vous dites. Évidemment que Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires. Allez aux 10% que demandent les syndicats c'est pas ou pas à moi de faire. Vous savez, le ministre des Finances commence à se payer des négociations salariales. On ne va pas s'en sortir. Mais en revanche, je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous leurs salariés dans des proportions qu'ils négocieront avec les organisations syndicales. Alors, l'an passé, la multinationale a réalisé 16 milliards de dollars de bénéfices, une somme record après la perte de 7 milliards en 2020, année de récession et de Covid. Mathieu Plane, comme le suggère Bruno Le Maire, Total a-t-il les moyens d'augmenter les salaires? Oui, certainement. Total a les moyens d'augmenter les salaires. La question, c'est jusqu'où, en fait, cette augmentation? On voit bien, il y a une proposition à 7%, la CGT réclame 10%. Il y a des primes aussi, on voit que... On va reparler des super profits. Les super profits sont censés être temporaires, donc c'est effectivement aussi comment se répartissent ces super profits, sachant qu'une grande partie en dehors du territoire français. Donc finalement, à qui doivent bénéficier cette très forte augmentation de revenus? Ça, c'est une question, mais je crois que plus généralement, il y a la question de l'inflation qui s'installe dans notre pays et qui dure un peu plus, en tout cas certainement plus que ce qui pouvait être anticipé jusqu'à présent. Donc, si vous voulez, Total, c'est un peu un débat exacerbé, avec d'un côté une boîte qui fait des super profits et des revendications salariales qui sont aussi très importantes, ce qui ne caractérise pas le tissu productif global en France. Mais ça caractérise un débat, c'est effectivement comment les entreprises prennent en charge une partie du choc aujourd'hui que subit l'économie française, qui est en fait une ponction importante sur l'économie française, à peu près équivalente au premier choc pétrolier, 3 points de PIB. L'État prend une partie à sa charge avec le bouclier tarifaire. Et la question, c'est qui va prendre à sa charge le reste, c'est-à-dire entre les entreprises, c'est-à-dire les actionnaires et les salariés, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, si je ne parle pas de Total, on a une forme d'inertie quand même dans les salaires. Les salaires augmentent, mais beaucoup moins que l'inflation. On va y venir. Vous l'avez dit, Total, une entreprise qui fait des super profits et qui verse également des dividendes. L'an passé, plus de 8 milliards de dollars de dividendes ont été versés aux actionnaires. Le groupe a investi 14 milliards, dont 3,5 milliards dans le renouvelable et l'électricité. Cette année, Total a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et a versé 2,620 milliards de dollars de dividendes exceptionnels à ses actionnaires et devrait augmenter ses investissements dans le renouvelable au-delà de 4 milliards de dollars. Andreas Rüdinger, Total en fait-il trop pour ses actionnaires, pas assez pour ses salariés, ni pour la transition énergétique? Pour les salariés, je ne pourrais pas m'exprimer, ce n'est pas mon domaine. Par contre, pour ce qui est de la transition énergétique, on a un vrai sujet aujourd'hui qui ne concerne pas Total, en fait, qui concerne tout le secteur énergétique, sur la question de la redistribution entre les gagnants et les perdants de cette crise énergétique. Vous l'avez rappelé, les profits de Total aujourd'hui sont très importants.
On parle aux dernières nouvelles de 10,6 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre 2022. Et jusque-là, la posture du gouvernement français a été de dire on ne veut pas mettre en place une taxation des super-profits, on ne veut pas nous gérer en fait cette redistribution, on veut que les entreprises elles-mêmes le fassent de manière volontariste. Donc, ce qui a amené à l'annonce de la remise à la pompe dans le réseau Total de 20 centimes par litre. Mais ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, enfin ce qui montre les limites de cette approche volontariste, c'est qu'en fait le coût qui a été annoncé par Total de la remise à la pompe s'élève à 171 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est exactement 1,6% du bénéfice du groupe au premier semestre. Donc en fait là, il y a quand même une question de proportionnalité qui est assez importante, sachant qu'on est quand même en pleine crise et que tout le monde doit faire un effort. Patrick Artus, déjà en 2020, même au plus fort de la crise sanitaire et malgré un baril de Brent au plus bas, l'entreprise continuait à verser des dividendes. La Major ne devrait-elle pas consacrer davantage à préparer par exemple les énergies du futur ? Oui, je crois. Alors, d'abord, redire ce qu'a dit Mathieu, c'est-à-dire qu'en moyenne, les entreprises françaises perdent dans cette crise. Nous payons 3 points de PIB de plus pour notre approvisionnement en pétrole et en gaz. Et donc, la moyenne des entreprises... On a bien compris que Total était une exception. Voilà. Et donc, il y a quelques entreprises qui sont des exceptions, qui sont du bon côté. Donc, par exemple, c'est dans le transport maritime, mais ça, c'est déjà terminé. Et c'est essentiellement dans l'énergie. Et donc, c'est quand même... Il y a un cas particulier de ces entreprises, mais ce n'est pas du tout l'ensemble des entreprises qui, elles, sont plutôt en difficulté, puisqu'elles ont perdu, a priori, 3 points de PIB. Bon, après, il y a une question de l'utilisation des bénéfices. Je crois qu'il faut regarder précisément à quoi les entreprises qui sont les gagnantes de cette hausse du prix de l'énergie, et l'énergie va rester chère. Je crois que c'est pas transitoire. On va avoir plusieurs années avec la crise russe. On a l'OPEP qui s'est organisé pour maintenir un prix du pétrole élevé. Après, on aura la rentabilisation des investissements de la transition énergétique. Donc, on va avoir une énergie chère durablement. Donc, ces entreprises vont faire durablement des profits importants. Et donc, il faut avoir une réflexion collective avec ces entreprises sur l'utilisation de cet argent. Si Total utilisait tout le supplément de ses profits à investir davantage dans la transition, tout le monde trouverait ça très bien. Oui, il y a un autre point de fixation, c'est que le PDG de Total s'est lui-même augmenté de 52% l'an passé. Oui, mais alors ça, évidemment, ça excite les foules, mais c'est très marginal. C'est une infime proportion. Symboliquement, ça marque les esprits. Oui. Patrick Pouyanné vous dira que ses collègues américains gagnent 20 fois plus que lui. Bon, je crois que ça, c'est un peu... Enfin, c'est pas anecdotique, parce qu'il y a une puissance de symbole, mais enfin, c'est pas ça. Le cœur du sujet, c'est... Ces entreprises de l'énergie vont gagner durablement beaucoup d'argent. C'est pas simplement cette année. Et il faut discuter avec elles de l'utilisation qui est faite de cet argent. Donc il faut faire du partage des revenus, comme on le faisait dans les années 70, sur ces entreprises particulièrement. Et donc, il faut regarder quelle partie légitimement va aux actionnaires, quelle partie légitimement va aux salariés, et quelle partie va à l'investissement, quelle partie va éventuellement au désendettement. Il faut avoir une discussion avec les patrons de ces entreprises, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. À nouveau, ce qui se passe maintenant se répétera, parce que ces entreprises vont durablement gagner beaucoup d'argent. Alors, vous avez commencé à en parler, les exigences de rémunération, elles sont partagées dans de nombreux secteurs, sans parler parfois de difficultés de recrutement, de trouver de la main-d'œuvre. Doit-on s'attendre à une hausse générale des salaires, et quelles conséquences peut-être sur les prix ? Alors oui, je pense qu'effectivement le plus dur est devant nous sur cette affaire-là, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu un début d'augmentation des salaires. On est en augmentation moyenne de 3%, un peu plus. C'est 2 fois plus que l'année dernière, mais c'est effectivement moins que l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation n'a pas fait que doubler, elle a triplé, voire plus. Donc il y a des pertes de salaire. D'ailleurs, si vous regardez sur des séries longues, on voit que les pertes de salaire réelles sont les plus fortes qu'on ait connues aujourd'hui depuis l'après-guerre. Donc il y aura des effets de rattrapage. C'est-à-dire que les salariés ont bien compris qu'ils étaient quand même pour le moment perdants. Et donc il y aura des exigences et des revendications salariales plus fortes pour 2 raisons. Parce qu'effectivement, ils encaissent des pertes de pouvoir d'achat qu'ils constatent, clairement. Deuxièmement, c'est ce que disait aussi Patrick, c'est effectivement, on est durablement avec une énergie chère et donc potentiellement avec une inflation plus durable que ce qu'on anticipait. Et donc, y compris dans les anticipations, on voit que ce n'est pas juste un pic. Et donc, ça veut dire qu'il faut, pour maintenir le pouvoir d'achat, augmenter quand même assez fortement les salaires. C'est-à-dire que si vous prenez sur 2 ans même une prévision assez conservatrice,
vous êtes à 10% de hausse d'inflation sur 2 ans. C'est-à-dire que pour conserver son pouvoir d'achat, juste conserver, il faut augmenter les salaires de 10%, ce qui est assez extraordinaire avec les années passées. N'oublions pas que les 10 dernières années, avant justement cette poussée inflationniste, on avait une inflation à peine à 1%. Donc on n'est pas habitué à ce contexte-là. Et on n'a plus d'indexation automatique. Et il y a une autre question qui se pose, qui est très forte. La première, c'est que le SMIC, pour le coup, est indexé, donc il a augmenté de 8%, et c'est très bien, ça garantit le pouvoir d'achat des personnes au SMIC. Mais qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est 10 ou 20% au-dessus du SMIC? C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, si son salaire n'a pas augmenté, elle se retrouve au SMIC. Et ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et puis après, il y a le degré d'exposition à l'inflation entre les périurbains, les zones rurales, les agglomérations. Donc on a tout ça qui s'agglomère, c'est à la fois un choc macroéconomique, et on l'a dit, les 3 points de PIB qu'il faut encaisser d'une façon ou d'une autre, et puis des chocs microéconomiques sont très différents, à la fois sur l'exposition de l'inflation et votre évolution du revenu individuel face à cette inflation. Les retraités sont indexés, le SMIC est indexé. La question après, c'est pour toute l'échelle des salaires. Et en fonction des situations, effectivement, si vous êtes chez Total, vous pouvez avoir des revendications certainement plus ambitieuses quand vous êtes dans une PME qui est fournisseur dans l'automobile, par exemple. Justement, dans la revendication de la CGT de hausse de 10%, il y a 7% pour l'inflation et 3% pour la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'il y a une garantie. Alors, la question, il y a 2 choses. C'est la garantie de pouvoir d'achat. On ne parle même pas des gains de productivité dans cette affaire, mais bon, ok, disons que c'est la garantie du pouvoir d'achat juste pour conserver son pouvoir d'achat moyen. Et puis après, il y a l'autre chose, c'est le partage des profits. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les salariés récupèrent une partie des profits, qui sont des profits consolidés en France, mais qui sont sur l'ensemble de la planète. Mais quelle est la part? Et il y a une partie qui est de la participation, certainement, mais une partie aussi qui peut être des primes supplémentaires. Alors la crise du carburant, elle ranime, on vient de dire, les débats sur les super profits et aussi les super dividendes de l'énergéticien. Ce mercredi, un amendement du MoDem sur les taxes de ces super dividendes a été adopté contre l'avis du gouvernement. Reportage de nos confrères de France 2. Ces grandes entreprises françaises seront-elles touchées par un nouveau dispositif qui taxera les superdividendes? C'est ce que prévoit l'amendement voté hier soir à l'Assemblée. Pour 227, contre 88, l'Assemblée nationale a adopté. Ce texte, proposé par le MoDem, prévoit de taxer davantage les actionnaires quand ils touchent des dividendes. Aujourd'hui, quand les entreprises versent ces revenus, ils sont taxés à 30%. L'an prochain, ce serait 35% si ces dividendes sont supérieurs de 20% à la moyenne des 5 dernières années. C'est un amendement tout simple, en réalité, qui va inciter les entreprises à investir ou à reverser des salaires plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires. Un texte adopté par des députés de tous bords. Seules les grandes entreprises seraient touchées. Un message politique au moment où les super profits font débat. À l'heure où tout le monde est en train de se serrer la ceinture, il faut aussi qu'il y ait des efforts qui soient faits par les plus riches contribuables de ce pays. Mais c'est surtout un revers pour le gouvernement. 19 députés de son propre camp l'ont adopté. Pourtant, Bercy avait clairement appelé à voter contre. Je dis que pour la première fois depuis 15 ans, on a des emplois industriels qui se recréent dans notre pays, qu'on a l'activité qui redémarre. Que tout ça, on le doit à une politique qui est cohérente. Et j'alerte simplement sur l'effet signal de dispositifs qui viendraient brouiller cette politique. Cet amendement sera-t-il maintenu dans le texte final? La balle est désormais dans le camp du gouvernement. Patrick Artus, cette surtaxe, si elle est maintenue dans le texte final, est-ce que c'est un mauvais signal lancé aux petits et grands actionnaires? Moi, je crois qu'il faut faire attention à tous les dispositifs qui sont compliqués. Là, on crée un dispositif compliqué parce que on est taxé plus si on a des profits qui ont augmenté plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire d'une entreprise qui sort d'une période de difficulté et qui récupère des profits normaux? Elle va être taxée plus. Enfin, ces textes compliqués, ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une majoration temporaire sur une moyenne sur 5 ans. Oui, mais imaginez une entreprise qui a été 2-3 années en difficulté et qui revient à bonne fortune, elle va être taxée si on applique ce texte. Et c'est illogique. Donc je crois que tout ce qui est mesures spéciales, ciblées, etc., est assez inefficace. Mais alors que faire? Je crois à nouveau qu'il faut avoir une vraie négociation, je l'ai dit déjà, il faut avoir une vraie négociation
sur le partage de la valeur. Il y a eu des propositions, y compris venant du MEDEF, hein, qui ont été mises sur la table. On veut conditionner, par exemple, la distribution de dividendes au fait d'avoir un système d'intéressement et de participation. Vous savez que les grandes entreprises ont majoritairement un système d'intéressement et de participation, mais il n'y a que 20% des PME ou 25% des PME qui en ont un. Donc il y a des choses, à mon avis, plus raisonnables et qui créeront moins de distorsions à faire pour redistribuer davantage la richesse dans les entreprises. Après, à nouveau... En plus, ce type d'amendement, ça s'appliquera dans les circonstances qui viennent, dans les 2 années qui viennent. Ça ne s'appliquera qu'à un tout petit nombre d'entreprises, parce que la plupart des entreprises vont aller mal. Hein. Et donc, en fait, on transforme quelque chose qui devrait être une négociation avec ce petit nombre d'entreprises en une règle générale qui aura plein d'effets pervers. Donc, je crois que... Voilà. Et puis, par ailleurs... rémunère-t-on trop les actionnaires en moyenne en France ? C'est une question qu'il faut poser. Si vous achetez une action, en moyenne, aujourd'hui, vous avez une rémunération totale, hein, y compris le dividende et les rachats d'actions, qui est d'un peu plus de 3%. Est-ce que 3%, c'est une rémunération exagérée des actionnaires ? Moi, je ne crois pas. Donc, à nouveau, ne transformons pas la situation d'un tout petit nombre de groupes. Parce qu'il y a un mauvais élève, disons, total. Voilà, il y a un mauvais élève et on va sanctionner tout le monde et on va faire quelque chose qui va créer des distorsions, qui va décourager l'investissement. Il faudrait mieux parler avec le mauvais élève. Andreas Rüdinger, comment faire contribuer davantage les énergéticiens, les grandes entreprises à la solidarité nationale ? Alors, il y a différentes propositions qui sont sur la table aujourd'hui. Je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, créer des nouvelles réglementations très spécifiques qui peuvent avoir des effets pervers est peut-être pas la meilleure solution. L'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive à cibler assez précisément les secteurs dans lesquels il peut y avoir des entreprises qui font aujourd'hui des effets d'aubaine, qui disposent de super profits, on va dire injustifiés parce que liés uniquement à la conjoncture et à la géopolitique. Derrière, le plus utile, le plus important aujourd'hui, ça serait certainement d'agir à l'échelle européenne. Donc, il y a quand même des débats qui sont en cours. Il y a une proposition sur la table de comment préparer cette taxation des super-profits. Après, il faut faire très attention, notamment dans le contexte français, parce que je l'évoquais tout à l'heure, pour l'instant, le gouvernement ne veut pas du tout entendre parler de cette question de taxation des super-profits, y compris pour les secteurs où on sait qu'il y a des super-profits. Paradoxalement, le signal qu'on envoie aujourd'hui, c'est qu'on prélève 100% de l'effet d'aubaine des énergies décarbonées, c'est-à-dire du nucléaire et des énergies renouvelables électriques, pour lesquelles l'État aujourd'hui récupère vraiment 100% de la rente, et on s'interdit d'avoir le même débat sur les énergies fossiles. Donc en termes de signal, c'est quand même très grave. Et là-dessus, il faudrait réfléchir, je suis d'accord, hein, il faut trouver des mécanismes adaptés, qui, en termes de gestion d'une crise, soit limité dans le temps, qui soit ciblé sur les entreprises dont on sait qu'il y a vraiment un effort de solidarité à faire. Mais je pense qu'on peut être parfaitement en capacité de proposer des choses sensées aujourd'hui là-dessus. Alors, dans la même veine, les députés français ont également voté un amendement pour établir l'exit tax. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces mesures, si elles sont appliquées, est-ce qu'elles risquent réellement de rogner la compétitivité française des entreprises qui, on l'a dit, voient leurs coûts augmenter pour la plupart, que ce soit les salaires, que ce soit l'énergie ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un message qui est envoyé, mais qui montre aussi les positions compliquées à l'Assemblée. En réalité, c'est vrai que le gouvernement est assez embêté dans cette affaire, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que, effectivement, les mesures, et depuis maintenant presque 10 ans, hein, ça a commencé avec le CICE sous François Hollande, mais l'idée étant de redonner de la compétitivité, notamment aux entreprises, à travers la baisse de la fiscalité. Donc c'est le CICE, le pacte de responsabilité. Ça a été poursuivi sous Emmanuel Macron avec les impôts sur la production, la baisse de l'impôt sur la société. Donc c'est des montants importants, de façon à, voilà, aussi, je pense, envoyer un message aux investisseurs que la France était compétitive, attractive et que la fiscalité était plus favorable qu'avant. Et donc, et autre chose, c'est que Bruno Le Maire aussi s'était engagé à ne pas augmenter les impôts. Et donc c'est aussi un enjeu politique, je pense que c'est pas que économique. Donc de faire volte-face comme ça, c'est un peu compliqué. Donc on parle de contributions exceptionnelles au niveau européen, temporaire, etc. La question, c'est que la question, elle va forcément se poser à un moment, pour une raison simple, c'est la question des ressources fiscales. Ça va être, pour le moment, on n'est pas trop dans cette trajectoire, on voit que la question des déficits de la dette n'est pas trop une priorité, le pacte de stabilité a été gelé, mais
On va le voir assez rapidement, c'est 2024 à mon avis l'échéance. La question va se poser quand on va avoir besoin de trouver des financements. Et ces financements, on va mettre les choses sur la table. Effectivement, si des entreprises dégagent des profits importants, la question va se poser de taxer plus ces profits. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui à 25%? Est-ce qu'on ne va pas augmenter ce taux de fiscalité temporairement comme une surtaxe qui a existé d'ailleurs en 95 avec Alain Juppé, il y avait une surtaxe de 10% sur l'IS. À partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, mais ça ne ciblait pas une société en particulier. C'était, voilà, on cherchait des ressources fiscales, donc on a dit, on fait une surtaxe temporaire. Donc, tous ces éléments-là vont être sur la table, je pense. Ne le sont pas forcément maintenant parce que, en réalité, ça ne va pas changer le quotidien des Français. Ce n'est pas parce que vous taxez aujourd'hui les profits totaux, d'abord, il y a la question de l'assiette fiscale, que le pouvoir d'achat va s'améliorer des Français ou que le prix de l'essence va diminuer. Donc, la question, elle va se poser vraiment dans la trajectoire budgétaire qui va venir à partir de 2024. Et donc, la question de là où il y a des ressources fiscales et potentiellement, c'est effectivement dans ce type d'entreprise. Justement, on va en parler de ces ressources fiscales. Vous l'avez dit, les États ont multiplié les aides face à la hausse des prix, bouclier tarifaire, chèque énergie, chèque fuel ou encore ristourne carburant, au risque de creuser les déficits. Ce mercredi, le Fonds monétaire international prenait acte du fait que la crise est bien partie pour durer. Pour l'institution de Washington, dans ce contexte, baisser les impôts est une mauvaise idée. Écoutez. Le rapport sur les politiques budgétaires insiste sur la nécessité de se préparer, y compris en ayant un régime fiscal équitable et à large assiette. Selon nous, cela peut inclure la fiscalité des loyers, la fiscalité des superprofits, mais aussi un système de sécurité sociale flexible, large et évolutif, adapté aux circonstances auxquelles les pays sont actuellement confrontés avec la crise énergétique et alimentaire. Le FMI, Patrick Artus, qui appelle à ne pas baisser les impôts, en gros, c'est un appel à ne pas faire les mêmes erreurs que le gouvernement britannique. Oui, alors c'est ça évidemment qui est ciblé. Je crois qu'il faut quand même dire que le problème de la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux pays nordiques, par rapport au Canada, par rapport au Japon, c'est la faiblesse de l'emploi. Nous n'avons que 68% des Français qui, en âge de travailler, qui ont un emploi, alors que c'est presque 10 points, 12 points de plus dans ces pays. Si nous avions le taux d'emploi de l'Allemagne, si autant de Français que d'Allemands avaient un emploi, aujourd'hui, nous aurions la même pression fiscale que l'Allemagne. Donc notre problème essentiel, c'est pas chercher encore de la ressource fiscale avec un taux d'imposition qui est extrêmement élevé, c'est d'élargir la base des impôts. Et là, Victor Gaspard a raison. Il faut avoir des impôts à base large, pour que ces impôts soient rémunérateurs pour l'État. Mais notre problème, c'est que la base de nos impôts, elle est très étroite parce que nous avons peu d'emplois. Et tant que nous ne corrigerons pas le taux d'emploi, nous aurons un problème chronique de déficit public, d'endettement. Donc il ne faut pas perdre la responsabilité des problèmes fiscaux de la France. Ce n'est pas que la France dépense beaucoup, c'est que la France a peu de recettes fiscales parce qu'elle a peu d'emplois et qu'il y a peu de Français qui ont un emploi. Et tant qu'on ne corrigera pas ça, on aura un problème chronique de déficit public. Et alors, effectivement, après, l'État français va, comme tous les autres États de l'OCDE, avoir des besoins de dépenses plus importants pour financer une partie de la transition énergétique, pour financer des relocalisations, pour financer plus de recherche. Mais si nous gardons notre base fiscale étroite, nous n'arriverons pas à financer ces besoins. Donc on prendra du retard par rapport aux pays. Regardez le débat sur les 200 milliards de l'Allemagne. L'Allemagne, elle peut se permettre de dépenser 200 milliards et la France ne peut pas le faire. Donc la France proteste. Mais c'est les Allemands qui ont la base fiscale qui leur permet de faire cette mesure. Andreas Rüdiger, peut-être une réaction sur le fait de devoir élargir l'assiette fiscale et aussi peut-être concernant les aides accordées par les États pour atténuer la hausse des prix. Le FMI recommande également que ces aides soient plus ciblées. J'imagine que vous saluez cette analyse. Complètement. Alors effectivement, c'est une question qu'on porté du côté de l'IDRI depuis le début de la crise, on va dire en septembre 2021, de bien alerter sur le fait qu'un bouclier tarifaire qui est mis en place de manière égalitariste, c'est-à-dire un même traitement pour tout le monde, va être fondamentalement injuste sur le plan social, parce que les ménages les plus aisés consomment proportionnellement plus d'énergie, donc profitent aussi plus de ce blocage des prix. Donc il y a un vrai problème d'équité là-dedans. Il y a ensuite un problème de cohérence avec les politiques de transition bas carbone qu'on essaie de mener par ailleurs et qui sont quand même, il faut le rappeler, aujourd'hui le premier levier de résilience pour faire face aux crises et notamment à cette crise qui dure.
Quand le bouclier tarifaire a été mis en place en septembre-octobre 2021, Bruno Le Maire annonçait que cette crise allait être terminée au mois de mars ou avril 2022. Aujourd'hui, on sait, ça a été dit, que les prix de l'énergie vont rester élevés pendant 3-4 ans, voire plus. Donc, ça demande quand même de réinterroger aujourd'hui notre approche de la gestion de crise et de ce qu'on met en place. À l'IDRI, on a fait une proposition qui est assez simple, c'est de 1 euro égale 1 euro, c'est-à-dire pour chaque euro que l'État investit dans l'aide au paiement des factures ou dans le blocage des tarifs, il faut qu'il mette 1 euro dans l'accélération de la transition énergétique à toutes les échelles, c'est-à-dire de l'investissement dans la rénovation énergétique, dans la mobilité bas carbone et dans les énergies renouvelables. Et ça n'a pas été fait aujourd'hui. C'est très important de le mentionner. On est avec un bouclier tarifaire qui coûte 30 milliards d'euros à l'État en 2022, 45 milliards d'euros en 2023, et on n'a pas pour l'instant 1 euro de plus pour la transition. Et là où c'est extrêmement risqué, c'est qu'en fait, plutôt que de renforcer la résilience, on est en train de renforcer la vulnérabilité des acteurs. Parce qu'on leur donne quelque part un signal de continuer à consommer de l'énergie, on s'occupera du reste. Il n'y a aucun signal pour vraiment permettre aux gens de consommer mieux, de consommer moins. Il y a ce problème d'équité dont je parlais qui en fait, dépend aujourd'hui du manque de ciblage du dispositif. Et dernier élément par rapport à la transition bas carbone et aux signaux économiques, c'est qu'on est quand même sur une subvention aux énergies fossiles, en grande partie, et une réduction du signal prix qui est nécessaire normalement pour que les gens puissent faire les investissements. Donc là, par rapport à ça, on marche un peu sur la tête et c'est assez urgent de réfléchir à comment est-ce qu'on peut transiter vers quelque chose, vers une gestion de crise qui soit plus équilibrée entre action sociale à court terme et accélération de la transition pour justement se rendre plus résilient. Et pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Alors Bruno Le Maire a indiqué, j'ajoute, que le rabais sur le prix des carburants ne serait pas maintenu. Un soutien aux automobilistes obligés d'utiliser leur voiture pour travailler est à l'étude. Ça commence en fait à travailler le gouvernement, c'est cette idée de Ils avaient annoncé la même chose au mois de mars. D'accord. Il faut rappeler une chose, c'est que le débat sur le ciblage, en fait, pendant tout l'été, pendant tout le printemps, ce gouvernement nous a dit on a bien compris, il faut qu'on arrête avec le bouclier avec un tarifaire, même pour tous, et qu'on mette en place des aides beaucoup plus ciblées et proportionnelles aux besoins réels des ménages. On nous a sorti ça pendant 4 mois pour derrière mettre en place une continuité du bouclier exactement sur les mêmes bases qu'avant. Et sur les carburants, moi je pense que, vu la situation actuelle, le gouvernement va de nouveau pendre une réduction, une ristourne à la pompe pour l'année prochaine, parce que ces débats sur des aides beaucoup plus ciblées, on l'a déjà eu il y a 6 mois. Mathieu Plane, peut-être une réaction sur ce ciblage. Faut-il en finir d'une certaine façon avec le quoi qu'il en coûte anti-inflation et quelles ont été peut-être ses vertus ? C'est là où moi je serais plus modéré sur ça, parce que c'est vrai que c'est une forme de quoi qu'il en coûte, mais c'est pas un total quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'il reste un partage de la VA au sein des entreprises, et que c'est pas juste l'État qui prend en charge tout le choc. Mais se pose la question, j'allais dire aussi budgétaire. C'est vrai que 45 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais même si on comprend dans la logique de l'équité la question du ciblage, mais moi il me semble que le ciblage est loin d'être simple en réalité, quoi. Pourquoi ? Parce que d'abord, quels critères on prend ? Est-ce que c'est uniquement des critères de revenus ? Et donc, où est-ce qu'on met le seuil ? Est-ce qu'on le met au niveau du salaire médian, par exemple ? Mais le salaire médian, en France, c'est 2 000 euros. C'est revenus et usage à la fois. Revenus, oui, d'accord. C'est revenus et usage. Il faut prendre la structure familiale, la localisation. Donc, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que très rapidement, vous arrivez à quelque chose qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'un peu équitable ou de juste, il faut prendre en compte la structure familiale, l'endroit où vous habitez, la taille du logement, est-ce que c'est une passoire thermique ou pas, votre niveau de revenu. Donc, et je pense qu'il faudra certainement y venir. Moi, ce que je reprocherais le plus, en fait, au gouvernement, c'est pas ce ciblage-là, c'est de ne pas avoir conditionné à une forme de sobriété. C'est-à-dire un peu ce que sont en train de faire les Allemands. C'est de dire, en fait, vous avez une forme de quota en fait, de consommation d'énergie sous bouclier, et le reste, en fait, vous le payez au prix du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sobriété, on dit, ça serait bien de faire de la sobriété, mais il y a assez peu d'incitation ou de contraintes. La contrainte, si vous voulez un signal prix, vous mettez un quota de consommation. Alors, il faut trouver quelque chose d'assez juste pour le coup, mais le restant, vous le payez au prix du marché. Et donc ça vous oblige aussi à modifier vos comportements sans juste dire, voilà, on va protéger juste les modestes ou une partie de la classe moyenne, mais les autres, vous débrouillez, quoi. Je pense qu'il y a le problème de la tarification des prix de l'énergie en fonction du niveau de vie peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Mais par contre, il faut donner des incitations fortes à modifier notre consommation. Patrick Artus ? Oui, je crois que la plupart des économistes sont d'accord pour dire qu'il serait mieux d'utiliser un signal prix simple.
C'est-à-dire en fait de taxer l'énergie de façon à se mettre sur la trajectoire des accords de Paris à 1,7 degré et d'avoir spontanément cette réduction de la consommation d'énergie. Simplement, ce n'est pas faisable socialement. On n'y arrive pas, les pays n'y arrivent pas. Aujourd'hui, ça imposerait d'avoir un prix du carbone qui serait à peu près de 200 € la tonne. Oui, on se souvient de la crise des Gilets jaunes en France. C'est 4 ou 5 fois plus élevé que le prix du carbone aujourd'hui. Donc on n'arrive pas à faire le signal prix. Et alors après, comme on n'arrive pas à faire ce qui serait simple et efficace, on fait des choses qui sont très compliquées. Donc on utilise toutes sortes de réglementations pour l'accès aux centres-villes, les voitures anciennes, les passoires thermiques. Et ces réglementations, elles vont faire encore plus de mécontents d'ailleurs que le signal prix. Parce que à partir de assez vite, les personnes avec des voitures âgées ne seront plus autorisées à aller dans les centres-villes parce qu'on imposera la rénovation thermique de bâtiments qui sont aujourd'hui loués. Et donc, en fait, on devrait réfléchir à revenir à cette idée d'avoir le bon prix du carbone, quoi. Ça serait incroyablement plus simple que ce fatras de réglementation qu'on va devoir mettre en place pour arriver au même résultat. Andreas Rüdiger, j'aimerais vous entendre sur ce bon prix du carbone et peut-être aussi revenir sur la rénovation énergétique. On entend beaucoup parler de passoires thermiques, on entend depuis maintenant une quinzaine d'années le fait de rénover énergétiquement les bâtiments. Pourtant, pas grand-chose n'a été fait. Qu'est-ce qui coince ? Alors, différentes choses. Donc, d'abord, sur le prix du carbone, alors pour encore complexifier les choses, on a quand même plusieurs prix du carbone aujourd'hui dans l'économie française et européenne. Il est quand même, on peut constater que le prix européen du carbone, donc du marché de quotas CO2, a fortement augmenté depuis le début de la crise. C'est situé aujourd'hui autour de 70-80 € la tonne de CO2, qui est plutôt un niveau intéressant pour induire des choix d'investissement, notamment dans le secteur électrique. C'est vrai que le signal prix carbone en France est bloqué depuis la crise des Gilets jaunes en 2018 et qu'il faudrait revenir à une politique plus forte là-dessus. Après, je ne pense pas que le prix carbone en lui-même soit un outil suffisant. C'est un outil essentiel, mais aujourd'hui, toutes les analyses sur l'économie du climat et de l'énergie montrent qu'il n'est rarement suffisant pour induire les changements. Et typiquement, dans la rénovation énergétique, on se rend compte qu'une grande partie des barrières ne sont pas liées juste à un équilibre économique, mais sont liées à des asymétries d'information. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'il faut faire, ils n'ont pas les bonnes informations, c'est trop complexe d'organiser le projet, de trouver les bons artisans, il n'y a pas de garantie de performance. Donc il y a tout un tas d'obstacles qu'il faut surmonter aujourd'hui pour massifier cet effort de rénovation énergétique. Et comme je le disais tout à l'heure, on est paradoxalement dans une situation où les Français, dans leur ensemble, n'ont jamais été aussi sensibilisés, aussi conscients des impacts de leur consommation d'énergie et quelque part aussi volontaires à changer, à investir. Sauf que, comme je le disais, avec le bouclier tarifaire, on ne leur donne aucun soutien dans cette démarche-là. On ne leur donne pas plus d'investissement, plus d'aide pour agir sur la rénovation énergétique. Et au contraire, on focalise tout sur le blocage des prix. Donc c'est là où il y a un vrai problème de cohérence, parce qu'aujourd'hui, pour massifier la rénovation énergétique, et notamment ce qu'on appelle les rénovations performantes, qui là permettent de diviser par 5, voire 6 la consommation d'énergie, de réduire pour une passoire thermique la facture énergétique de 2 000 € par an, donc une vraie réponse de résilience face à la crise. Ça fait des années qu'on attend un plan Marshall où l'État dit « OK, on met en place un programme avec 15-20 milliards d'euros pour cibler les passoires thermiques idéalement habitées par les plus modestes et on y va. Et on lance ces chantiers-là. Et donc là, il y a un vrai manque de courage politique et de vision, on va dire un peu à moyen ou long terme pour se dire si on n'y va pas aujourd'hui, on aura encore plus de retard demain et ce sera encore plus difficile d'y arriver. Alors, en attendant, la France va être rattrapée en tête des pays dépensiers par l'Allemagne. C'est notre rubrique « Et ailleurs ». Berlin vient d'annoncer une enveloppe de 200 milliards d'euros sur 2 ans afin de compenser l'augmentation des prix du gaz. Cette enveloppe a fait bondir ses partenaires européens. Une telle somme constitue-t-elle, Mathieu Plane, une distorsion de concurrence ? Alors... C'est un vrai débat. Il se trouve que l'Allemagne est extrêmement exposée au choc énergie en raison de sa dépendance au gaz russe. Et en plus, un secteur industriel extrêmement important qui fait la puissance notamment de l'Allemagne. Donc l'Allemagne joue en priorité sa situation nationale, quitte à effectivement créer une distorsion de concurrence vis-à-vis des autres. Parce que les autres n'ont pas les mêmes moyens en réalité de faire la même chose. Donc c'est vrai que
se pose la question de comment les autres pays peuvent réagir à ce que fait l'Allemagne. Alors, il y a des effets, et là on le voit, la différence, enfin, les problématiques européennes entre à la fois des pays qui sont partenaires, mais qui sont en compétitivité, qui sont en compétition. Donc, nous, on nous a reproché quelque part, le bouclier tarifaire nous a économisé 3 points d'inflation par rapport aux autres. On est à 6% quand les autres sont à 10%. Donc, on gagne en compétitivité relative. Là, les Allemands, en fait, ça sera juste. Mais quand les Allemands vont faire ça, et tout le monde va devoir se réajuster vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, vous êtes aussi face à ce phénomène-là, qui est, l'Allemagne dit, moi, je préserve mon industrie, mon tissu productif, mes emplois, et après, vous vous débrouillez, quoi. La question, c'est comment faire autrement. C'est-à-dire, effectivement, on va leur dire, vous ne le faites pas, mais du coup, votre industrie va disparaître. Donc c'est compliqué comme sujet. Ouais, l'unité, on voit l'unité européenne qui est fragilisée. Vous dites la même chose, l'Allemagne n'a pas le choix? Non, l'Allemagne n'a absolument pas le choix. Enfin, l'Allemagne a une industrie intermédiaire, le ciment, l'acier, l'aluminium, les engrais, la chimie, etc., qui est sa force, qui est colossale. Et si elle ne fait rien, elle la perd. Cette industrie, d'ailleurs, commence à délocaliser, en particulier aux États-Unis, qui sont, en fait, on n'en parle pas assez, mais les grands gagnants de cette crise. Et donc l'Allemagne n'a pas le choix. Et en plus, l'Allemagne ayant... parce que je disais tout à l'heure, l'Allemagne a fait un effort considérable pour mettre sa population dans l'emploi, un taux d'emploi qui est 10 points plus élevé que la France. Et ça fait que si nous avions les recettes fiscales de l'Allemagne, nous aurions un excédent budgétaire aujourd'hui où nous pourrions faire la même politique que l'Allemagne. Donc l'Allemagne utilise ces ressources fiscales qui sont considérables pour sauver son industrie et on ne lui fera pas faire autrement. C'est totalement vital pour elle. L'Allemagne, c'est une économie qui n'a plus de demande intérieure. C'est une économie vieillissante, c'est une économie qui n'a plus d'immigration. Et donc l'Allemagne dépend de sa capacité à exporter pour avoir de la croissance. Donc elle ne cédera pas sur ce plan fiscal. Pardon, je vous coupe. Il nous reste 1 minute, Andreas Rüdinger. J'ai une réaction sur cette position de l'Allemagne qui est obligée de faire cavalier seul. Oui, alors juste rappeler quelque chose quand même, c'est-à-dire qu'on parle tous des 200 milliards en Allemagne, sauf que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y aurait dans ces 200 milliards d'euros. Il y a une commission d'experts qui a été mise en place par le gouvernement allemand pour aboutir à des mesures, notamment sur le blocage tarifaire sur le gaz et l'aide aux ménages et aux entreprises, qui aboutit aujourd'hui à des aides qui seraient l'équivalent de 90 milliards d'euros entre 2022 et 2024. C'est-à-dire que c'est autant, voire moins, que ce que Bruno Le Maire a évoqué pour la France, où le bouclier tarifaire nous a coûté, ou va nous coûter au total 100 milliards d'euros entre 2021 et 2023. Donc il faut quand même remettre les choses en proportion, parce qu'en fait, tout le monde aime bien critiquer l'Allemagne, et sur fond de cavalier seul d'évaluation compétitive. En France, et ça a été dit autour de cette table, on a ouvertement fait le choix d'une dévaluation compétitive qui, effectivement, et je suis d'accord, elle est néfaste, que ce soit l'Allemagne ou la France, elle est néfaste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces jeux de dévaluation ne peuvent se faire qu'au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire entre pays de l'Union, parce qu'en fait, dans l'ensemble, l'Union européenne reste très très dépendante des énergies fossiles que nous importons. Donc en fait, cette dévaluation, on ne peut pas la faire vis-à-vis du reste du monde. Donc ça pose vraiment des questions, et notamment sur notre capacité à accélérer la transition, à se rendre plus résilient et donc moins dépendant des énergies fossiles. Merci beaucoup. Désolée, je suis obligée de vous couper. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir remis les choses en proportion, comme vous dites. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à Fadil Bayat de m'avoir aidé à préparer l'émission. L'information continue sur France 24.